L'Union européenne a accepté un nouveau paquet de sanctions contre la Russie en raison de sa guerre en Ukraine. C'est l'un des paquets de sanctions les plus sévères que l'Union européenne ait approuvé jusqu'à présent. Les revenus pétroliers russes s'effondrent, et ils s'effondrent rapidement. Poutine est extrêmement inquiet parce qu'il ne s'agit pas seulement de l'Ukraine. Même l'Europe s'en mêle. Comme si cela ne suffisait pas. La frappe ukrainienne la plus récente était à seulement 1 mile de la maison de Poutine. Vous voyez, cette frappe n'était pas seulement destinée à détruire une raffinerie russe, il s'agissait d'envoyer un message à Poutine. Il n'est en sécurité nulle part en Russie. Le pire dans tout cela, c'est que les habitants de la ville de Sotchi commencent à se demander pourquoi ils sont attaqués à cause d'une décision prise par un dictateur russe. Écoutez-le vous-même, Poutine n'en sera sûrement pas content. Vous voyez, cette frappe a eu lieu sur un ancien dépôt près de l'aéroport de Sotchi, qui se trouve à proximité de l'une des résidences connues de Vladimir Poutine. Vous voyez, Sotchi est une très belle ville en Russie, et c'est pourquoi de nombreux Russes y vont en vacances. C'est un endroit touristique, et c'est précisément pour cette raison qu'il a été utilisé comme outil de propagande l'année dernière, lorsque le sommet des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud s'y est tenu. Eh bien, Poutine a aussi une maison dans la région, et c'est exactement pour cela qu'une grande partie des défenses aériennes ont été détournées du front et d'autres points chauds en Russie, pour être placées près de ces maisons afin qu'elles puissent être protégées. Malheureusement, les défenses aériennes ne fonctionnent pas exactement comme elles le devraient. Dans ce prochain extrait, vous pouvez voir les défenses aériennes russes, les S-300, et même un S-400 s'activer pour abattre les drones. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu tous les abattre. Certains drones ont bien atteint le dépôt de pétrole. Des situations comme celle-ci, où les défenses aériennes russes échouent, rendent Poutine très paranoïaque. Regardez le clip par vous-même, mais avant, prenez un instant pour cliquer sur j'aime et s'abonner ci-dessous. Votre soutien nous aide à diffuser la vérité à plus de gens grâce à l'algorithme YouTube. Passons au clip. Est-ce que cette voiture bouge ? Elle a percuté le dépôt de pétrole. Merde. Compris? Oui. C'est tout. Dans la zone de Rosneft. La voilà. Station Rosneft sur le périph', au fer à cheval, touché. On a un spot près de la rive. Les flics nous ont dit de rentrer. Je leur réponds. On voit depuis la rive, Regina. Regarde, ça brûle. Je te dis, ce n'est pas loin. Tavrocheskaya. Ici à l'instant. Maintenant, bien sûr, selon les rapports et déclarations officielles russes, ils affirment avoir abattu tous les drones. Ils affirment que les défenses aériennes ont réussi à 100% et qu'aucun drone n'a eu d'impact. Mais malheureusement, des vidéos provenant de citoyens russes eux-mêmes racontent une autre histoire. Les Russes commencent donc à remettre en question leur gouvernement. Cette séquence montre un important incendie, contredisant la déclaration officielle russe, selon laquelle tous les drones ont été abattus. Vous voyez, la raison pour laquelle la Russie ment à propos de frappes comme celle-ci, c'est parce qu'elles ont un impact. Si on regarde simplement les chiffres, si on regarde les statistiques, les données que la Russie publie sur ses exportations,
On peut voir que les exportations de pétrole brut et de produits pétroliers sont tombées à leur niveau saisonnier le plus bas depuis 5 ans. La Russie explique la situation par diverses raisons, mais aucune ne mentionne les frappes ukrainiennes. La Russie affirme se concentrer davantage sur l'approvisionnement intérieur. Ainsi, une grande partie de leur production est utilisée pour le marché intérieur, sans besoin d'exportation. En réalité, la Russie voudrait exporter pour obtenir des dollars, mais elle ne peut pas. Elle doit prioriser les besoins intérieurs. Et cela signifie que cela nuit à leurs efforts de guerre. En regardant l'histoire des 2 dernières années, les revenus de la flotte fantôme russe correspondaient exactement aux dépenses de Poutine sur la ligne de front et pour son armée. C'est précisément pour cette raison que ces frappes de l'Ukraine contre les raffineries de pétrole russes, les anciennes installations russes, et même la logistique russe comme les centres ferroviaires, jouent un rôle crucial dans les succès de l'Ukraine sur la ligne de front. Et c'est pourquoi ces frappes vont probablement continuer et même s'intensifier, tant que la Russie continuera de retarder les négociations de paix et de repousser les discussions sur le cessez-le-feu. Non seulement l'Ukraine, mais aussi l'Union européenne s'attaque aux revenus pétroliers russes avec son nouveau paquet de mesures. Et je voudrais en parler un peu plus en détail, car cette fois-ci nous avons un autre plafonnement des prix, mais il est un peu plus efficace que le précédent. Si vous avez vu nos vidéos sur l'ancien plafonnement des prix, vous vous rappelez peut-être qu'il était fixé à 60 $ le baril. Cela avait été annoncé quand le pétrole se négociait vers 75-80 $ le baril. Donc, c'était une assez bonne idée parce que beaucoup de pays, y compris les États-Unis, ne voulaient pas que le pétrole russe disparaisse du marché, surtout en période électorale. Les consommateurs américains n'apprécient pas les prix élevés du pétrole, même si cela permettrait de mettre fin à une guerre. Vous n'aimez peut-être pas cette situation, mais c'est la réalité du monde. Le plafonnement du prix du pétrole à 60 $ permet à la Russie de continuer à vendre du pétrole, mais avec une marge bénéficiaire réduite, limitant ainsi sa capacité à financer la guerre sur le long terme. C'était le but du plafonnement des prix. Cela a été relativement réussi, mais il y avait 2 failles majeures. Que se passe-t-il si le prix réel du pétrole sur le marché descend en dessous de 60 $? Le paquet de sanctions n'incluait rien pour gérer cette situation. Et devinez quoi? C'est précisément ce qui s'est passé dans les faits. Maintenant, les prix du pétrole fluctuent beaucoup. Donc, même en ajustant le plafond des prix, nous pourrions faire face à une situation similaire à l'avenir. Si nous le fixons trop haut, cela n'aura aucun impact sur les revenus de la Russie. Et si vous le fixez trop bas, cela pourrait en fait enlever à la Russie toute incitation à forer, créant ainsi un problème plus important sur le marché mondial du pétrole. Cela entraînerait une hausse des prix, pénalisant les consommateurs mondiaux. De plus, cela profiterait à la Russie, car si elle arrête de forer, les prix augmentent, rendant le forage à nouveau rentable pour eux. C'est pourquoi le nouveau paquet est spécifiquement conçu pour éviter des situations comme celle-ci ou en gros, pour gérer ce genre de situation. Selon le nouveau paquet de sanctions de l'Union européenne, le plafonnement des prix n'est pas fixé à un montant ou à une somme spécifique. Il est plutôt fixé à 15% en dessous du taux du marché. Le nouveau plafonnement des prix sera fixé à 15% en dessous du taux moyen du marché des 10 derniers jours, quel que soit ce taux. Ainsi, le plafonnement des prix s'ajuste en fonction des fluctuations des prix du pétrole. Plus de détails suivent. La critique de la version précédente du plafonnement était que la Russie pouvait toujours mettre des barils sur le marché et financer sa machine de guerre en vendant ce pétrole. Pensez-vous que ce plafonnement flottant des prix, ce nouveau mécanisme, aura finalement un réel impact sur la capacité de la Russie à financer sa guerre? Et est-ce un mécanisme plus crédible ou est-ce simplement plus difficile à appliquer? C'est un peu plus crédible dans le sens où, au lieu d'avoir ce plafond fixe de 60 $ dans un contexte de prix du pétrole bas, alors que les prix, par exemple le Brent, n'est pas très éloigné de 60 ou 65 $, l'impact sur les revenus générés par la Russie grâce à la vente de son pétrole et de son gaz était limité. Mais jusqu'à présent, si vous le fixez à environ 15%, ce qui nous place sur une échelle mobile plus flexible avec les prix, cela le rend plus efficace. Cela dit que l'économie russe, ce n'est pas, pour Fraser Bikia, les sanctions ne visaient pas vraiment à empêcher les barils d'arriver sur le marché. Ce n'est pas un scénario que l'Occident aimerait voir, car cela exercerait une pression à la hausse sur les prix. C'est principalement pour réduire les revenus générés pour le gouvernement russe qui, jusqu'à aujourd'hui, tire environ 30% de ses revenus de la vente de pétrole et de gaz.
Et ils ressentent déjà la pression, car si vous regardez les 5 premiers mois de cette année, ils ont constaté une baisse significative des revenus d'environ 14% par rapport à l'année précédente. Maintenant, ce plafonnement des prix est certainement une excellente nouvelle, mais il ne sera pas aussi efficace, à moins que les États-Unis ne s'y joignent. Du point de vue des États-Unis, la situation semble très positive pour l'Ukraine, surtout au cours des dernières semaines, car Donald Trump se rend compte que c'est vraiment seulement Poutine qui ne veut pas la paix. En fait, nous venons d'avoir des pourparlers de paix entre l'Ukraine et la Russie il y a quelques jours en Turquie, et ils se sont déroulés exactement comme tous les précédents pourparlers de paix. La délégation russe arrive et déclare qu'elle ne fera aucun compromis, mettant ainsi fin aux pourparlers. L'Ukraine, de son côté, a été très ouverte aux négociations. Ils ont accepté un cessez-le-feu inconditionnel, signifiant qu'ils arrêteront d'attaquer la Russie si elle cesse de les attaquer. Une fois le cessez-le-feu établi, nous pourrons négocier les termes de la paix. Cependant, la Russie n'accepte rien de tel pour le moment. La Russie a toujours des exigences, même avant d'accepter le cessez-le-feu. Et les exigences sont toujours simples. Levez toutes les sanctions qui pèsent sur l'économie russe et faites capituler l'Ukraine. Ce ne sont pas des exigences pour la paix. Il s'agit de demandes de reddition. Voilà pourquoi les États-Unis intensifient la pression. Nous venons d'apprendre du président Trump que nous pouvons imposer davantage de sanctions secondaires à la Chine et à l'Inde, 2 pays qui financent l'effort de guerre russe en achetant du pétrole russe. Il a affirmé que nous pouvons leur imposer des sanctions secondaires, bien avant le délai de 50 jours. Nous étudions attentivement la possibilité d'imposer des sanctions secondaires contre la Russie, mais aucune décision n'a encore été prise. Nous pourrions devoir imposer des sanctions secondaires. De plus, le secrétaire au Trésor Scott Bessent, en négociation d'un accord commercial avec la Chine, a fait une déclaration très positive. Et il a dit à tout le monde que l'un des points de discussion, l'un des principaux points de négociation, était que la Chine cesse d'acheter du pétrole sanctionné à la Russie et à l'Iran. Si la Chine accepte de faire la moindre concession à ce sujet, cela portera un très gros coup à l'économie russe, qui ne peut pas se le permettre, surtout en ce moment. De plus, il semble que les États-Unis accélèrent l'aide promise à l'Ukraine selon un rapport publié aujourd'hui. Tout indique que les États-Unis maintiendront leur soutien militaire à l'Ukraine. Le département d'État américain a approuvé la vente de 4 lots d'aide militaire à l'Ukraine totalisant 650 millions de dollars au cours des dernières 24 heures. Une avancée positive. 170 millions de dollars seront alloués au système de défense aérienne Hawk Phase 3. Leur soutien inclut des camions, pièces détachées, réparations et formations. 150 millions sont destinés aux véhicules de combat d'infanterie Bradley, à leur réparation et à l'assistance technique. Récemment, j'ai reçu le général Ben Hodges dans notre podcast, et il avait des réflexions intéressantes sur les armes dont l'Ukraine a besoin, le type d'armes que les États-Unis fournissent, et la façon dont elles peuvent jouer un rôle sur la ligne de front et dans la défense ukrainienne. Écoutons-le. Au final, je ne suis qu'un YouTuber qui vous lit les actualités. Le général Burton Hodge, fort de son expérience réelle de la guerre moderne acquise en Ukraine, a échangé avec des généraux ukrainiens. Je suis toujours intéressé d'apprendre de lui. Écoutons-le. Passons maintenant au sujet du paquet d'armes. 10 milliards, c'est le plus gros montant. Je doute que ce soit uniquement pour des défenses aériennes. Pensez-vous que nous fournissons des armes offensives à l'Ukraine? Parce que les armes défensives signifient simplement que la guerre va s'éterniser de plus en plus. Eh bien, écoutez, moi, personnellement, je n'ai jamais vraiment aimé cette distinction entre armes offensives et armes défensives. Non, on l'utilise tout le temps. Ce n'est pas une critique de votre question. Non, bien sûr, vous me l'avez rappelé. Au final, si cela permet d'envoyer des armes à l'Ukraine, peu importe le nom qu'ils donnent à ça. D'accord, mais... Ukraine, je crois fermement qu'il vaut mieux éliminer l'archer que d'essayer d'intercepter toutes les flèches. Donc, est-ce que c'est offensif? Si vous frappez en profondeur en Russie pour toucher l'usine qui fabrique les drones Shahed ou pour frapper l'aérodrome d'où décollent les bombardiers russes, lançant des missiles Kandjal contre, vous savez, les villes ukrainiennes. C'est défensif car vous tentez d'empêcher l'ennemi d'attaquer vos villes en détruisant sa capacité offensive. Donc, en réalité, vous savez ce que nous appelons une défense aérienne et antimissile intégrée efficace est un système de systèmes, des couches de type de capacité qui peuvent neutraliser n'importe quelle menace. Vous n'allez pas gaspiller un patriote sur un drone.
Cette annonce concernant les intercepteurs patriotes, c'est très bien, mais aucun d'entre eux ne sera utilisé pour arrêter des drones. Donc, il vous faut d'autres capacités, qu'elles soient cinétiques, non cinétiques, ou quelque chose qui aide à réduire la capacité de l'ennemi à lancer ses drones contre les villes ukrainiennes. Et bien sûr, la meilleure façon de le faire, c'est de s'assurer qu'ils ne soient jamais lancés en détruisant l'usine où ils sont fabriqués. Les Russes fabriquent désormais les drones Shahed eux-mêmes et ne les reçoivent plus. Drones d'Iran désormais. Ou pour frapper les endroits d'où tout le reste est lancé ou décolle. Donc je ne sais pas si c'est utile de dire « Eh bien, ceci est offensif ou ceci est défensif », mais si cela facilite la tâche à un gouvernement de fournir du matériel en disant que c'est juste pour la défense, très bien, allez-y. Je crois vraiment que la façon de vaincre la masse, qui est le principal avantage de la Russie, la masse, c'est de le faire avec précision, en détruisant les quartiers généraux, la logistique et l'artillerie ennemie, par exemple. Donc des armes de précision à longue portée, comme le Scalp ou Taurus ou High Mobility Artillery Rocket System, JASM, n'importe laquelle de ces armes, ATACMS, High Mobility Artillery Rocket System, Tyrann des Army Tactical Missile System. Vous pouvez frapper les quartiers généraux, vous pouvez frapper les nœuds logistiques. Et cela rend alors très difficile pour les Russes d'utiliser leur masse. Est-ce offensif ou défensif? Vous savez, pour moi, c'est défensif parce que vous réduisez la capacité de l'ennemi à attaquer. Offensif, ce serait de soutenir une opération en Russie, comme l'année dernière, ce qu'ils ont fait l'été dernier quand ils sont entrés dans l'oblast de Koursk. C'était une opération offensive. Au niveau opérationnel, stratégiquement, c'était défensif parce que vous essayez de perturber les ennemis pour reprendre l'initiative à l'attaquant. Vous pouvez toujours critiquer les questions. Je ne suis qu'un YouTuber. C'est pourquoi nous avons des experts comme vous. Car pour le public, ce n'est pas seulement votre réponse qui compte. Parfois, vous pouvez poser des questions auxquelles je n'aurais même pas pensé. Vous pouvez modifier les questions pour obtenir les meilleures informations. C'est pourquoi je vous conseille également de créer une chaîne YouTube. Je suis certain que le public la regardera. Voici un bref extrait des médias russes, la télévision du Kremlin, car ce sont les citoyens russes qui la regardent en fin de compte. Il reste donc important de surveiller ce qu'ils disent aux citoyens russes. Et le discours reste le même. La Russie mène la guerre contre l'Occident, contre les États-Unis, et c'est pour cela qu'ils doivent continuer. Alors qu'en réalité, ce n'est vraiment pas une guerre contre l'Occident. Les Ukrainiens se battent pour leur souveraineté et leur liberté. Si Russes étaient impliqués, cette guerre serait déjà terminée. Ils n'ont aucune raison de s'arrêter et ne le feront pas tant qu'ils n'en auront pas. La seule chose qui peut les arrêter, c'est une menace imminente, un danger direct et inévitable qui dépasse ce qu'ils considèrent comme acceptable. Et eux, étant depuis longtemps trop sensibles, ne considèrent plus rien comme acceptable. Nos aéroports et infrastructures sont attaqués, pas par de simples drones. Malgré tout, nous résistons. Nous nous y sommes accoutumés, comprenant que c'est le prix de la victoire. Mais pour eux, même cela serait une menace intolérable. Et une menace nucléaire, où que ce soit, serait absolument inacceptable. Vous avez évoqué le détroit de Staline, en lien avec les propos similaires d'un célèbre général américain par le passé. Si les États-Unis frappaient l'Union soviétique avec toute leur puissance nucléaire, l'Union soviétique aurait encore assez de force pour transformer les États-Unis en un détroit entre deux grands océans. Je ne crois pas qu'on en arrivera à une guerre nucléaire, justement parce qu'ils sont trop sensibles pour cela. Mais je pense qu'on en arrivera au point où nous devrons utiliser cette menace. Un jour, nous nous réveillerons en pleine nuit comme nous l'avons fait en février 2022 et nous entendrons quelque chose comme ça. Eh bien, mes amis, il est temps d'admettre que nous ne sommes pas en guerre avec l'Ukraine. Nous avons vaincu l'Ukraine il y a longtemps, en mars. Nous sommes en guerre contre vous tous. Ou plutôt, c'est vous qui nous faites la guerre. Nous ne vous avons jamais attaqué ni touché. Nous protégions simplement notre peuple dans le Donbass. C'est tout. Mais puisque vous nous faites la guerre et que nous l'avons toléré si longtemps, nous ne pouvons plus le supporter. Par conséquent, nous admettons maintenant que nous sommes en guerre contre vous et, en fait, nous commençons à vous combattre en réponse à votre guerre contre nous qui dure depuis des années.